Quelque part sûr, le podcast. Salut, moi c'est Mike, entrepreneur dans le digital et passionné de trail running. Il y a quelques années, je pesais 100 kg. Quand le chiffre s'est affiché sur ma balance, j'ai pris un uppercut en pleine face. J'ai alors décidé d'enfiler mes baskets pour sortir courir. Mais je n'aurais jamais imaginé aller aussi loin. Au fil des entraînements, j'ai perdu mes kilos en trop et pris goût aux sorties en montagne. Ma motivation m'a permis d'accrocher mes premiers dossards, de dépasser mes limites, jusqu'à devenir finisher de trail de légende. Aujourd'hui, le trail running fait partie de mon style de vie. Et si je vis ma passion au quotidien, j'aimerais pouvoir en vivre un jour. C'est pour ça que j'ai créé la marque Chamonix Trail et le blog Quelque part sûr. J'y partage mon mindset, mes défis et mes rencontres avec ceux qui cultivent l'esprit trail. Mon but, donner envie à d'autres d'enfiler leurs baskets pour repousser leurs limites et vivre leurs rêves. Allez, enfile tes chaussures de trail, on part à l'aventure, quelque part sur... Bienvenue dans cet épisode spécial sur Guillaume Grima, un coureur quasi inconnu il y a quelques semaines et qui a rivalisé avec l'une des stars mondiales de l'ultra trail lors d'une aventure extrême, la Yukon Arctic Ultra. Sur cette course qualifiée comme l'une des plus difficiles au monde, il a dû affronter plus de 600 km de solitude, de froid glacial, plus de 11 500 mètres de dénivelé positif et des températures plongeant à moins 50 degrés. Il en revient à peine avec une performance incroyable à la clé et une médaille d'argent autour du cou. Dans cet épisode de Quelque part sûr, il nous raconte son expérience hors norme. Ravi de te rencontrer, Guillaume. Merci, enchanté. Merci pour l'invitation, surtout. C'est avec plaisir. Tu as combien de temps à peu près ? Là, je suis libre. T'es plutôt Honnêtement, là, j'ai pas de rendez-vous après, là, donc Ok. ça va. Ok. C'est 10h du matin, donc j'ai toute la journée. Je pense que tu as un petit temps de récupération, j'imagine, après ton aventure dantesque sur la Yukon. Un petit peu, ouais. Ouais. Là, je fais pas grand-chose depuis que ça s'est terminé. Ouais. Et, Comment est-ce que tu te sens déjà physiquement physiquement, ça va pas trop mal. Ouais. J'avais les jambes vides, clairement, Ok. après la course, vides. J'ai toujours une petite douleur dans le genou droit qui m'empêche de le plier correctement quand je marche. D'accord. Mais ça va de mieux en mieux tous les jours, donc Ok. ça Et devrait aller. sur tout ce qui est brûlure, gelure, tout ça, t'as une Non, ampoule. j'ai rien eu. J'ai pas eu d'ampoule, même pas. J'étais vraiment, vraiment bien de ce côté-là, ouais. Ok. Ok. Bon, super. Écoute, je commence l'échange en te faisant part de deux petits points communs qu'on a déjà. Ouais, Euh, Parce j'ai fréquenté pas mal la vallée de l'Ubaye ces 2 dernières années, parce que j'étais ok, d'accord. l'été Ah, du trop côté bien. de La Tuile et en Chastraille. Et Ouais, c'est des communes que tu dois connaître parce que c'est pas oui, très oui, loin de plutôt bien, ouais. Saint-Pons, d'où C'est tu es ça, ouais, bah, originaire. c'est les Tuiles, c'est juste à côté. Et en Chastraille, c'est au Sauze, c'est la station de ski où j'ai appris à skier. Ok. Et puis, deuxième lieu, c'est Annecy. Moi, Annecy, ouais. j'ai lancé mon entreprise il y a 7 ans et je crois que tu étais également sur Annecy, mais au 27e BCA, Ouais, c'est ça. des chasseurs alpins. Pendant 5 ans, ouais, entre 2016 et 2021. Alors, j'imagine qu'entre ces deux lieux, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, d'autres lieux que tu as pu visiter. Euh, Est-ce que tu peux tout simplement te présenter, nous dire en fait qui est Guillaume Grima et quel est ton parcours dans le sport? Mais t'es qui, toi? Dans le sport, et ben, du coup, je suis né à Aix-en-Provence, mais Ouais, j'ai grandi donc dans la vallée du Bail, à Barcelonnette, jusqu'à mes 18 ans, où dès très jeune, en fait, j'ai appris à skier à 2 ans. Mon père travaille en station, donc le ski a vraiment toujours fait partie de ma vie. Puis après, au collège et au lycée, j'étais en classe sportif, en classe sport de montagne, ok. où on faisait de l'escalade, course d'orientation, ski alpin et ski de fond l'hiver, du vélo de route, du VTT, vraiment tous les sports qu'on peut faire en montagne. Et donc après ça, donc j'ai eu mon bac
Et après ça, je suis parti à Annecy, donc dans les chasseurs alpins, où, euh, où bah, j'ai continué du coup à faire du sport à peut-être pas haute intensité, mais vraiment très régulièrement, avec, euh, avec l'entretien physique et l'entraînement physique qu'on doit faire dans le milieu militaire. Ok. Et donc à ce moment-là, en même temps, en parallèle, je continuais à faire du trail pour moi et en compétition. J'aime vraiment la compétition, je suis compétiteur dans l'âme. Donc j'ai toujours fait des compétitions de trail. Ok. Premier, Voilà, premier et trail, depuis. je crois que c'est du côté de l'Ubaye, non? Trail Salomon, Ouais, c'est ça. c'est C'est ça? le trail Salomon. Je devais avoir 16 ans. Et donc j'avais fait, bah, je pouvais m'inscrire que sur la petite distance. Donc j'avais fait 11 ou 12 kilomètres Ok. que j'avais partagé avec ma maman. On n'avait pas couru ensemble, mais on l'avait fait, on avait pris le départ ensemble pour mon premier trail. C'était vraiment une chouette expérience. Donc, tu es tombé dans le trail sur ce format, cette distance. Et puis, comment tu Ouais. évolues vers d'autres, enfin, vers l'ultra, hein, tout simplement? Bah, du coup, depuis que je me suis lancé là-dedans, après, bah, comme beaucoup de monde, j'ai été émerveillé par tous les grands trails qu'on voyait à la télé ou sur Internet. Donc, bah, notamment l'UTMB, l'UT4M, des grands ultras même à travers le monde. Donc, je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire. Donc du coup, bah, j'ai augmenté les distances. Peut-être pas, peut-être pas progressivement Ouais. comme c'est conseillé. Ok. Mais ce que j'ai fait, bah après j'ai refait le Trail du Baye Salomon 42 km. J'ai fait la MCC à Chamonix durant l'UTMB. Ok. Et en fait après ça, bah, j'ai directement fait un 100 miles. J'ai pas fait d'étape. J'ai di- Intermédiaire. Voilà, c'est ça. J'ai directement fait le Grand Trail de Serponçon en équipe avec deux copains à moi. Donc voilà. Donc le temps est anecdotique, mais je suis arrivé au bout. Et donc après, bah, j'ai fait d'autres courses. Après, je suis revenu sur des plus courtes distances. Ok. Ok. Comment est-ce que tu évolues vers le mushing, l'univers du mushing, parce que c'est pas forcément, voilà, quand on est trailer, voilà, c'est Mm. pas forcément des disciplines qu'on explore. C'est bah, le mushing, moi j'ai toujours aimé les animaux et notamment les chiens. Ouais. J'en ai toujours eu chez mon père. Et donc je voulais découvrir ce milieu des chiens de traîneau. Et donc bah, le Canada et notamment le Yukon, c'est vraiment la partie du monde où il y en a le plus. Et donc je suis venu ici au Canada fin 2022. Donc j'avais jamais fait de chien de traîneau ou quoi avant en France. Je suis venu directement ici Ok. où j'ai été accueilli par un couple de mushers chez eux pour, euh, pour découvrir ce milieu-là, l'entraînement des chiens. Et donc il y a pas mal de similitudes du coup entre l'entraînement des chiens et mon entraînement à moi en tant qu'ultra Ok. trailer. Ça- Donc ça- c'était vachement cool de pouvoir faire des parallèles entre ça. Tu peux creuser un petit peu là? Qu'est-ce qui te vient en tête de prime abord? Bah, du coup, notamment la progressivité Ouais, dans l'entraînement. Les chiens, ils courent pas l'été. C'est la période un peu leur période de coupure où d'accord. ils vont se réparer de la saison précédente. Et après, à partir de fin août, plutôt mi-septembre, à partir de mi-septembre, on recommence à les atteler quand les températures descendent. Quand ils recommencent à faire en dessous de 5, on recommence à les atteler, puis on repart pour des petites distances. On commence, donc ici, on calcule en miles. Donc on part pour 2 miles, après 3 miles, 5 miles, 10 miles. Et il y a vraiment cette progressivité-là tout le début de saison. Et jusqu'à après faire des entraînements. Donc ils font des entraînements plus longs que nous. C'est pas rare d'aller faire des entraînements de 60, 80 miles. Ok, Et pour eux, c'est un entraînement presque lambda, quoi. d'accord. On peut aller C'est faire 100 miles comme ça c'est en leur sortie entraînement. longue. La Voilà, c'est sortie ça. longue, ouais, ok. C'est ça. Ils peuvent faire beaucoup de kilomètres hebdomadaires. Ok. C'est beaucoup plus que nous, mais voilà. Et puis après, bah, penser à la récupération quand on part pour des longs entraînements avec eux. Quand on rentre, faut leur masser les poignets, regarder qu'ils boitent pas, que tout va bien, qu'ils mangent bien au retour de l'entraînement.
Donc voilà, c'est des athlètes, quoi. C'est vraiment des athlètes. Ils partent après faire des courses, donc faut qu'ils soient prêts autant que nous. Ok, ok. Tu habites où aujourd'hui? Là actuellement, donc j'habite près de Whitehorse, au Yukon, D'accord. Ok. environ une soixantaine de kilomètres au nord, un peu isolé quand même. Mais sinon, donc ça fait ouais, 2 ans et demi que je suis au Canada, et là en fait, je rentre m'installer en France à la fin du mois. D'accord. Je reviens en France, du Tu côté reviens. d'Annecy. Ok, ok, super. Tu, euh, Tu te lances dans cette aventure de la Yukon. Comment est-ce que Ouais. tu entends parler de cette course la première fois et qu'est-ce que ça évoque chez toi? Comment ça résonne en toi? Bah du coup, quand je suis venu au Canada fin 2022, j'avais aucune idée que ce genre de course existait. J'en avais jamais entendu parler. Ouais, Et donc, c'est en arrivant ici, en discutant avec la musher Martine, chez qui je suis, c'est elle qui m'a parlé de cette course, de l'Arctic Ultra, qui en fait ça suit le même parcours que la Yukon Quest, une course de chien de traîneau mythique ici. Il y a la Yukon Quest qui s'élance, et en fait, juste après, soit dans la même journée, soit le lendemain, il y a l'Arctic Ultra qui débute, en fait, qui suit derrière sur le même parcours. Et donc, elle m'a parlé de cette course, parce que du coup, en discutant, j'ai dit que moi, je courais pas mal, que je faisais des trails, et donc elle m'a dit qu'il y avait cette course-là. Je me suis renseigné, et donc, bah, ça a piqué ma curiosité, vraiment. Je me suis dit, et donc, on a un voisin qui l'a faite. Donc, j'ai ok, discuté avec lui, et il m'a expliqué un peu en quoi ça consistait, le froid, qu'on devait tirer une poulka avec le matériel nécessaire dedans. Donc voilà, ça m'a vraiment presque émerveillé, quoi, ce genre de course. Et donc la distance la plus courte dans ce format-là, c'est 150 km. ouais, Donc c'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans. Il y a aussi un format marathon, 42 km, mais à ce niveau-là, il n'y a pas de poulka, quoi. On court directement comme ça. Moi, je voulais quand même expérimenter avec le style de tirer une poulka. ok, Donc il y avait 150 km, 450 km ou 700 km de proposés. Donc les deux grandes distances, ça me paraissait quand même beaucoup. À cette époque-là, j'avais fait un 100 miles. ok. Et Ah donc ouais, voilà, après passer à 450, bon, ça me paraissait quand même peut-être un peu ambitieux. ah, le gap Donc était. Ouais. voilà, ça, je me suis dit, je vais faire 150 km, ça me fera une autre expérience sur un format proche de 100 miles. Et en même temps, bah, il y a aussi la spécificité du froid, de la Pulka. Donc ça me permet quand même d'avoir en mode découverte de cet univers des courses polaires. Donc voilà, donc ça m'a tout de suite intéressé et puis je me suis lancé sur celle-ci. Donc j'allais dire en 2 ans et demi, 3 ans, ton Mm. idée de base évolue gentiment vers ce format ultra qui dépasse les 600 km, je crois, hein. C'est ça, ouais. À la fin, j'avais 625 à ma montre. Ok. Donc Euh, finalement, entre le moment où tu te dis, bah tiens, ce type de course a l'air sympa, mm, et le moment où tu prends le départ cette année, il s'est passé quoi? ouais, 2 ans. 2 ans. Du coup, en temps, c'était il y a 2 ans, parce que du coup, là, 150 km, c'était en 2023. Ok. Là, c'était 2025, donc il s'est passé 2 ans. Ok. Donc pendant ces 2 ans, ouais, j'y ai vraiment pensé que je voulais revenir faire la longue distance. Comment tu l'as appréhendé dans ton quotidien? Est-ce que c'est quelque chose qui devient un petit peu au cœur du quotidien, presque C'est obsessionnel? quasiment de l'obsession, hein. Ouais, ouais, Voilà, c'est ça. Ouais, j'y pense tous les jours parce que je suis vraiment. En fait, là, donc, quand je suis venu au Canada, j'étais un an au Yukon. Après, je suis parti un an en Colombie-Britannique, donc la région qui est en dessous le Yukon. Et je suis revenu ici fin septembre, vraiment pour préparer cette course. Donc, près de 4 mois et demi, presque 5 mois avant la course, je suis revenu ici à 200 km du départ pour vraiment m'entraîner pour cette course, physiquement, mentalement, matériellement. Euh, et donc, tous les jours, c'est quelque chose à laquelle on pense et à laquelle je m'entraîne, quoi. ok. Tu dirais que dans ton évolutivité dans ce laps de temps, 2 ans, qui est très court Ouais. finalement, ton expérience de la montagne en France et chez les chasseurs alpins, ça a dû être une des clés de ton succès, peut-être?
Je pense, ouais, parce que bah, quand je suis rentré à l'armée, j'avais tout juste 18 ans. Je sortais du lycée, j'étais presque un enfant encore. Donc ça m'a vraiment fait grandir. En 5 ans d'armée, j'ai l'impression d'avoir pris 10 ans de maturité quand j'y suis sorti. Et après, bah, ça m'a appris pas mal de, je sais pas comment dire, pas mal de valeurs, enfin, de, ça m'a appris genre la rusticité, Ok. beaucoup. Je pense que la rusticité, là, c'est une des clés pour ce genre de course. Donc ça m'a beaucoup appris ça. Après, bah, le dépassement de soi, être autonome aussi, Ok. pas toujours compter sur les autres. Même si l'armée, on est toujours ensemble. On se dit il y a beaucoup d'esprit d'équipe, mais il faut aussi pas mal d'autonomie. Donc voilà, l'autonomie, la rusticité, savoir prendre des décisions, c'est vraiment des clés, des valeurs, des qualités que Ouais, j'ai l'égalité. découvert, Ok. voilà, que j'ai découvert, travaillé pendant mes années militaires et que j'ai retrouvé et qui sont indispensables pour ce genre d'aventure. Ok. Je me posais la question de savoir si tu avais choisi finalement de courir sous les couleurs françaises ou si tu as la double nationalité. Comment ça se passe pour toi? Non, Ok. non, moi je suis que français, moi. D'accord. Euh, à la différence de Mathieu, du coup, de Mathieu Blanchard, Ouais. qui lui est franco-canadien. Moi, je suis que français, moi. Donc pas le choix, quoi. Mais pas le choix, mais ça me va très bien. Je suis content de représenter la France sur Ouais, ce genre d'épreuve. eh ben, on est fiers de toi, en tout cas. Merci, c'est gentil. Quel était ton état d'esprit, ton émotion quand tu viens sur la Yukon on dit Yukon, tiens, petite C'est question. ça. Moi, je dis le, Ouais. le, le Yukon, le Ok, Yukon Arctic Ultra. ok, Voilà. ok. Dans quel état d'esprit tu es quand tu arrives là-bas alors c'est une salle, c'est un gymnase, qu'est-ce que c'est? Au départ ou à l'arrivée? Ouais, départ, ouais. Pardon. Au départ, le départ était à Teslin, donc c'est une petite communauté tout au sud du Yukon. Ouais, Donc on avait la possibilité d'aller dans un restaurant pour un peu rester au chaud avant le départ. ok, Parce qu'il y avait la Yukon Quest, donc du coup les traîneaux qui partaient avant nous à 13h30. Et donc le temps qu'ils partent, nous on pouvait aller se mettre au chaud dans un restaurant qui nous accueillait gentiment. ok. J'étais très content, beaucoup d'excitation d'être là. Euh, Après 600 km, c'est pas une distance dont je me rendais vraiment compte. J'arrivais pas vraiment à réaliser l'ampleur du chantier à faire, quoi. Donc en fin de compte, beaucoup de sérénité. J'étais pas stressé à me demander est-ce que je vais réussir, est-ce que faut absolument que j'aille au bout. Je savais que j'allais faire mon aventure. Voilà, donc vraiment que des sentiments positifs avant le départ. Puis du coup, donc on est avec les autres concurrents, donc on discute pas mal. Chacun prépare ses petites affaires, les derniers détails sur sa poulka. Donc, non, vraiment, vraiment que du positif avant le départ. Ok. Dans ta bulle, t'es concentré ou t'es plutôt ouvert à ce qui se passe, à des échanges potentiels avec d'autres concurrents ou je sais pas si on peut dire des concurrents, mais Athlète, d'autres athlètes. athlètes, Ouais, c'est ouais. ça. Non, moi je suis pas vraiment quelqu'un qui va être dans sa bulle avant le départ. Au contraire, j'aime vraiment aller vers les autres. Je suis un peu du genre à toujours faire des petites blagues, sourire, euh, essayer de détendre l'atmosphère, même si on est toujours déjà détendu. Mais non, ça, j'aime juste profiter de l'instant, profiter du moment avant le départ. Puis après, une fois qu'on est parti, bah, il y a plus beaucoup de gens qui parlent. Mais avant le départ, ouais, non, je suis pas vraiment dans ma bulle concentrée. Je suis plutôt expressif et ouais. Ok. Ça représente combien de personnes au départ? Donc il y avait la 600 km et la 300 km. Ouais, Au total, on était une cinquantaine. Et on était plus sur la 600. On, ok, on était, on était 40 en tout, entre 35 et 40. Et ils étaient une dizaine sur la 340. d'accord. En ordre d'idée, tu sauras à peu près le nombre d'athlètes qui dépassent, qui arrivent à parcourir la moitié ou plus de la moitié du La chemin? moitié, euh,
La moitié du chemin, je dirais qu'on a été 8, peut-être, Ouais. Ok. pour atteindre Ross River, qui a la base vie à peu près à la moitié, qui est quasiment à 300 kilomètres. Je crois on a été 8, peut-être 9, ouais, 9 à atteindre celle-là. Ok. Et 6 après à l'arrivée. Oh, mais ça grimpe ici. On est au départ. Tu t'élances. Alors, je sais pas si on peut dire tu t'élances parce que Ouais, tu. dans les starting blocks. Comment ça part? Ça part gentiment, tout le monde se regarde, ça. Ça part gentiment, ouais. Ça Ouais. part. Bon, y a pas de sprint, y a pas besoin d'essayer de jouer des coudes, y a pas besoin Ouais. d'essayer d'être devant. Puis surtout qu'on a nos poulkas, Ouais, bien sûr. donc en fin de compte, on n'est pas serré. Justement, on essaie de prendre de la place pour laisser la place de partir avec les poulkas. Donc on se rassemble au départ, on prend une dernière photo de tous les concurrents, puis après, compte à rebours, on part. Donc c'était rigolo parce il y avait un petit groupe de têtes devant, je dirais qu'on était 5, 6, avec des athlètes que j'avais déjà repérés, que j'avais un peu mis dans mes favoris. Des athlètes qui ont déjà fait la course, qui sont expérimentés. Donc il y a un petit groupe devant de 5, 6. Et en fait, c'était rigolo parce on part en marchant et c'est comme si personne voulait vraiment être devant, voulait commencer à courir. Ok. Parce qu'au début, il y a 40 kilomètres de plat sur une rivière. Et ça, c'était un peu comme tout le monde se regardait, personne voulait vraiment mettre un peu de rythme. Et en fin de compte, au bout d'un moment, c'est Mathieu qui me dépasse sur la droite et qui me dit bon, là, faut que je me réchauffe par contre. Parce que au départ, on était déjà à un bon -30. Ok. Ah oui. Donc il me dit bon, là, faut que je me réchauffe par contre. Et donc, il est parti en trottinant devant. Ok. Et en fait, après, ça a suivi derrière. Un peu tout le monde s'est mis à trottiner également. Ok. Euh, mais cette ambiance au départ était rigolote, ouais. Personne voulait vraiment prendre le lead et courir devant. Est-ce que tu penses qu'il y a une forme euh, de respect ou euh, de se dire on n'est pas si grand par rapport à la mesure la mesure de cette course Oh, euh, oui, oui, c'est très impressionnant. C'est ça que, comme je le disais juste avant, 600 kilomètres, c'est quelque chose de difficilement représentable. ouais, C'est dur de se représenter. Déjà, moi, personnellement, 100 miles, c'est compliqué. 100 kilomètres, ça va. Mais au-delà de 100 miles, après, donc 600 kilomètres, c'est vraiment dur. On peut se dire, c'est un Paris-Bordeaux, quoi. Mais, euh, mais un Paris-Bordeaux, bah, déjà en voiture, c'est long. ouais. Alors à pied, c'est ça. Donc c'est vrai qu'on se sent petit, quoi. Par rapport à 600 kilomètres, on est vraiment tout petit, quoi. Ok. Donc tu avais déjà en stratégie d'être plutôt sur l'avant de la course, si je comprends C'est bien. ça. Pas vraiment de stratégie, mais avec l'entraînement que j'ai fait Ouais. et mes capacités physiques, les connaissances que j'ai de moi-même, j'espérais être dans le groupe de tête. Donc c'est ça, avec un groupe d'athlètes, j'avais repéré environ 4, 5. J'espérais quand même évoluer dans ce groupe de tête et puis après à l'arrivée, au fur et à mesure de la course, voir où c'est que je me situe, sans vraiment me donner d'objectif. Faut absolument que je veux faire podium ou je veux gagner ou j'espérais être dans ce groupe de tête, y évoluer et puis voir par la suite jusqu'où ça peut mener, quoi. Qu'est-ce qui aurait pu justement avoir l'effet inverse, te remettre peut-être plus dans le cœur du peloton et te faire perdre ce fil? Je sais pas trop parce que toute ma course s'est vraiment très bien passée globalement, même s'il y a des hauts, des bas forcément. Ouais, Mais, euh, mais vu qu'on est à faible intensité, je dirais que les bas sont moins bas que sur un ultra ok, classique, je dirais. On arrive beaucoup plus à lisser l'effort. Et puis après, le fait d'être avec Mathieu aussi, en fin de compte, chose dont j'ai été très très surpris. ok, Honnêtement, je m'attendais peut-être à le croiser au premier checkpoint et puis après qu'il parte devant. Et en fait, en fin de compte, sur les 200 premiers kilomètres, on était très proches l'un de l'autre. Je le doublais, il me doublait. On n'avançait pas au même rythme, mais même sur les checkpoints, on se croisait tout le temps. On ok. discutait, on partageait pas mal.
Donc en fin de compte, ça a donné une espèce de routine, de continuité dans la course. De, c'est ça, on se croisait un peu pendant le parcours, puis au checkpoint, on discutait. Et puis après, on était reparti pour la prochaine section jusqu'au prochain checkpoint. Voilà, donc je suis resté focus sur moi, sur mes sensations, sur physiquement ce que je pouvais donner, Ok. sans vouloir aller trop vite pour rester avec Mathieu ou sans être en sous-régime, en essayant de me dire faut vraiment que je garde de l'énergie le plus longtemps possible, va doucement, va doucement. Parce qu'après, bah, dehors, les conditions sont quand même difficiles. Donc, le moins de jours on passe dehors, au plus vite on arrive, au Ouais. plus vite on se met au chaud Ouais, bien aussi. sûr. Donc voilà, donc sans rester trop longtemps dehors non plus, Ok. en profitant de la chaleur des checkpoints. Ouais. La première difficulté pour toi que tu rencontres sur ce chemin, ça va être quoi? Ça va être la température qui chute avec la nuit, ça va être un terrain qui change un peu moins large, ça va être les kilos que tu as attirés avec ta Mm. poulka, avec du relief un peu plus compliqué. C'est quoi? Ouais. Je dirais pas vraiment le froid. Ça, de Ouais, ce côté-là, je l'ai vraiment bien géré, je l'ai bien appréhendé. Principale difficulté, je dirais que c'est le dénivelé. ok. Parce que donc cette année, c'était un tout nouveau parcours. On était sur un parcours inédit. Donc en fait, même l'organisateur savait pas exactement combien on allait rencontrer de dénivelé. Il nous avait annoncé avant la course entre 7 et 8 000 mètres de dénivelé. Donc sur 625 km, c'est pas plat et ça monte quand même, mais c'est assez. Les montées sont assez tranquilles. Ok. Et en fin de compte, bah, pour le dire maintenant, à la fin de la course, j'avais 11 500. J'avais Oui, 4 000 de plus. c'est Et pas en la fait, même. c'est vrai que voilà, et en fait, c'est vrai que sur le parcours, ça s'est beaucoup ressenti, pas mal de montées abruptes, vraiment des murs, quoi. Donc la Poulka, à ce moment-là, on la tire même plus, on a l'impression de la porter. Et en fait, très peu de portions plates au final. C'est quand ça monte pas, ça descend, quand ça descend pas, ça monte. Donc ça, c'était difficile, ça m'a fait avancer plus doucement que ce que je l'aurais imaginé. Et après, plus grande difficulté, euh, d'être dans l'inconfort permanent. Ouais. Ça, c'est peut-être une difficulté plus mentale, quelque chose qu'il faut lutter en se disant faut continuer, puisque bah, l'envie d'abandon est quand même présente. On a juste envie que ça s'arrête, de rentrer, se mettre au chaud avec un chocolat. Mais voilà, d'être dans l'inconfort permanent, c'est dur physiquement, il fait froid, c'est la nuit, on a envie de dormir, la fatigue, ça joue énormément là-dessus. Donc voilà, lutter contre cet inconfort permanent, ouais. Viens mon canard, je vais te masser les petons. Les checkpoints, c'est un peu comme un phare au milieu de ce parcours, cette immensité-là. Ouais. Ça fait plaisir. À quoi ça ressemble, tiens? Est-ce que c'est quelque chose de similaire par rapport à ce qu'on trouve ici en Europe? C'est, Est-ce que- ici, il y a pas mal de petites cabines. Ouais, C'est comme des petites cabanes un peu qu'on va trouver en montagne, un peu comme ouais, ouais, des cabanes de berger qu'on va trouver en montagne. ok. Voilà, donc certains checkpoints, c'est dans des cabines comme ça, donc c'est chauffé, il y a un poêle à l'intérieur, une table, des chaises, des fois il y a des plaques de cuisson au propane, deux, trois banquettes. Donc les checkpoints en général, c'est comme ça, donc on peut se mettre au chaud, on peut y rester le temps de manger, boire. Là, on n'a pas le droit d'y dormir à l'intérieur. Ok. Si on veut dormir, faut qu'on mette son bivouac à l'extérieur du checkpoint parce que c'est pas très grand. Donc forcément, s'il y a 10 athlètes qui arrivent en même temps, il n'y a pas la place Donc, pour que tout le monde puisse dormir. ça, c'est une grosse particularité de la course ou où tu as vraiment des. Ouais, sur toutes les checkpoints, tu aucun lieu où tu es tout le temps en extérieur. Non, il y a deux checkpoints. Il y a deux checkpoints qui est Ok. en réalité le même parce que donc Ross River à la Ouais. moitié de la course, comme je disais. Là, on était dans le clubhouse d'une patinoire. Donc en fin de compte, ça c'était le seul où on pouvait dormir à l'intérieur. Et après, on faisait un aller-retour de 250 km, on y revenait. On pouvait redormir à l'intérieur et après l'arrivée. Donc sur les 9 checkpoints, il y en a que deux où on pouvait dormir à l'intérieur Ok. Le contraste, sur toute la course. le contraste entre ce que tu vis
pendant la course et le confort dans ces lieux, il doit être assez grand, non? Ah oui, bah tout semble confortable. Vraiment, c'est comme tu disais, c'est un phare dans la nuit. C'est la course, on la découpe vraiment. Il y a entre 40 et 80 kilomètres entre les checkpoints. Donc, donc c'est vrai que le checkpoint, c'est vraiment l'objectif à court terme, à court ou moyen terme, qu'on attend avec impatience. Tu, tu C'est ce découpes, qui. tu découpes vraiment comme ça le chemin, le parcours? Toi, Ouais. c'est... Ok, Je l'avais découpé la première moitié jusqu'à Ross River, où là, je savais que la neige allait être plutôt bien pactée, ok. que ça allait être la partie facile, parce que les chiens, justement, sont passés avant nous. Alors que la deuxième moitié, quand on fait l'aller-retour, en fait, ceux-là, les chiens, ils sont pas allés, ou qu'une petite partie. Donc, en fait, la neige était beaucoup plus molle. C'était au plus on s'approchait du demi-tour, au plus c'était mou. Les 10-15 derniers kilomètres, j'ai dû mettre mes raquettes. Pas parce que c'était nécessaire, mais parce que ça devenait plus confortable de marcher avec, dans la neige qui devenait de plus en plus molle. Donc voilà, ouais, j'avais découpé en trois parties, la première moitié, l'aller-retour, et ensuite les 80 derniers kilomètres pour aller jusqu'à Faro, où là c'était vraiment très dur, ouais. C'était la partie la plus dure. Ah, on est bien, Tintin, on est bien. On parle beaucoup de conditions extrêmes, de difficultés, de choses qui éprouvent le corps, l'esprit. Est-ce qu'il y a un moment, ou plusieurs, hein, dans ta course où Ouais. tu t'es senti plus ou moins proche d'un état de flow, ou en tout cas en harmonie avec l'environnement, avec ta performance, ta capacité à avancer dans un bon tempo? Ouais, je dirais là, donc à partir du 60e kilomètre, du 60e au 70e, en fait, il y a 10 kilomètres au début, donc c'est au 60e, mais c'est encore le début, où il y a une longue montée, en fait, pour passer un col. Et donc, cette montée, mes cuisses de trailer ont apprécié cet effort. Du coup, parce que c'était une montée assez tranquille en fin de compte, mais assez longue. Donc, il y avait vraiment possibilité de trouver son rythme. Et donc, j'étais avec Mathieu à ce moment-là. Donc, pareil, c'était super de pouvoir le faire à deux. Et après, plus tard dans la course, euh, ça devait être 300, 400, 450e kilomètre. Durant une nuit. Donc je repars du checkpoint du demi-tour, je repars. Et en fait, durant cette nuit-là, on a eu des aurores boréales magnifiques. Ok. Vraiment, depuis presque 3 ans que je suis au Canada, c'est les plus belles aurores que j'ai jamais vues. De partout dans le ciel, ça dansait vert, violet, rose. C'était vraiment magique. Et donc là, on se sent vraiment privilégié dans ce moment-là. Comme je suis dehors de toute façon à marcher, j'avais vraiment tout le temps d'admirer ce spectacle. C'était vraiment fou, un moment vraiment hors du temps. Et puis à partir du lendemain, donc déjà à partir du cinquième, sixième jour, en fait, je sais pas, le corps qui commence à se dire qui commence à apprécier l'effort. Ouais. C'est bizarre de dire ça, mais Ouais. qui commence à se dire que ce qu'on fait, c'est normal. Et en fait, même si j'avais quelques douleurs musculaires ou quelques douleurs au genou, en fin de compte, il y a des fois, j'avais plus aucune douleur. Je ressentais plus rien. Je pouvais repartir en courant comme si j'étais au deuxième kilomètre. Ok. Donc c'était vraiment fou. Ouais. Ça durait pas super longtemps, ça durait quelques kilomètres. Mais de se dire que ouais, c'est le corps qui trouve des ressources, qui trouve des regains d'énergie comme ça de temps en temps, c'est fou à vivre quand même, ouais. Mmh. On va parler un petit peu de ravito et puis de ce que tu as pu emmener Ouais. comme alimentation, hydratation, enfin solution pour t'hydrater. Qu'est-ce que tu as mis dans ta poulka? Alors même, j'allais dire un peu Mm. plus largement que l'alimentation. Qu'est-ce que tu as mis dans ta poulka? Euh, donc pour parler plus largement au niveau matériel, donc il y a une liste du matériel obligatoire donné par la course. Donc il y a d'abord tout ce qui est matériel de survie,
matériel de secours, d'urgence. C'est un duvet -45, une doudoune d'expédition et un système de communication satellitaire, type Ok. téléphone satellite ou Garmin InReach. Après, il va y avoir le matériel qui va nous permettre d'avancer. Donc les raquettes, si jamais on en a besoin. Un réchaud à essence pour, Ok. si nécessaire, devoir faire fondre de la neige pour re-remplir ses thermos. Euh, on a un matelas gonflable aussi, assez épais, pour pouvoir s'isoler du sol quand on dort. Et puis après, des frontales aussi, une Ok. demande de frontales. Et donc après, du matériel un peu plus confort, qui est pas obligatoire, mais que moi je prends, par exemple, juste un petit oreiller gonflable. Ça pèse pas grand-chose et franchement, moi, ça m'aide la nuit À à passer dormir mieux. à dormir mieux. Ok. Voilà, Ça isole peut-être aussi des parties où un tu peux petit avoir peu de la plus. tension aussi, peut-être. Ouais, voilà, c'est ça. Je préfère le porter en plus, mais je passe après mes moments de repos sont de meilleure qualité de toute façon. Et donc après, bah, question alimentation, bah, donc c'est ça, on doit avoir 3 litres de capacité dans des thermos. Ok. Donc moi, pendant la course, j'ai bu que de l'eau. Vraiment, j'avais pas d'électrolytes, pas de thé, pas de jus de fruits. J'ai vraiment bu que de l'eau. D'accord. Ça m'allait bien. Et après, alimentation, donc j'avais des repas lyophilisés, Ok. donc salés et sucrés pour le petit-déj ou la nuit ou pour varier un peu. Et après, pas mal de barres protéinées, des barres en mode gaufrette qui sont sèches, donc en fait, elles gèlent pas. Ok. C'est même à -45, je pouvais les garder dans la poche et en fait toujours les consommer comme Ouais, si elles étaient normales. tu te casses pas les dents, quoi. Non, non, non. Et j'avais aussi des pâtes de fruits. Donc, ce que j'ai découvert, c'est que les pâtes de fruits, ça gèle pas non plus, en fin de compte. Ok. Elles deviennent un peu plus caoutchouteuses, mais elles deviennent pas dures. Donc, en fait, c'est toujours possible de les croquer, de les croquer. Ok. Et après, des gels. Donc, ça, pour le coup, je les avais contre moi dans mon gilet à l'intérieur. Ouais. Est-ce que Donc, voilà. est-ce qu'à l'inverse, t'as testé enfin, t'as expérimenté des choses qui n'allaient pas du tout? Niveau alimentation, non. J'ai vraiment consommé. J'avais beaucoup testé à l'entraînement. Ouais. Voilà. Donc je savais que tout ce que j'emmenais, je pouvais le manger. J'avais aussi des noix de cajou, noisettes, amandes. Ça, pareil, ça gèle pas. Et, euh, et un détail aussi qu'en faisait rire certains, j'avais une plaquette de beurre. Ok. Et en fait, quand je faisais mes repas lyophilisés, je rajoutais directement des morceaux de beurre dedans Ok. pour faire Pour des calories. les calories. C'est ça, pour faire des calories gratuites. Ah, J'augmentais de 200 calories, mais lyophilisé, bam. c'est ça. Voilà, c'était facile. Ok. La gestion parce que c'est vrai on crame des calories, ne serait-ce que par la Ouais, gestion du froid, enfin oui, pour réchauffer le corps. Euh, t'as perdu du poids toi sur bah, j'imagine, mais 5 kilos. ouais. Ok. Ah, c'est conséquent. Voilà. J'en ai, eh ben, déjà que je suis pas lourd, on le voit peut-être pas, mais je suis très sec. Donc, j'ai réussi à prendre des kilos pendant ma préparation. Ok. Je suis passé de 65 à 69. D'accord. Et à la fin de la course, bah, j'étais redescendu à 64, quoi. À ton poids de base. Voilà, Ok. c'est ça, à mon poids de base. Donc là, j'ai repris déjà depuis quelques jours. Ouais. Et, mais ouais. Tu dois pouvoir manger à peu près tout ce que tu veux. Oh oui, Ouais. bah, même pendant la préparation, vraiment, je me limitais à rien. J'engrangeais vraiment le plus de calories possible. Ok. Ouais, c'est la course aux calories avant, pendant, après, quoi. Enfin, Ouais, c'est après, ça. un peu moins. Ok. Après, bah, on se fait quand même plaisir après. Mais voilà, il n'y a plus de nécessité vraiment d'avoir du poids. Je vais essayer de les reperdre un peu pour la saison été qui arrive quand même. Ouais. Summer body. Ah, Voilà, c'est ça. tu, tu as eu des difficultés avec les boissons par rapport au gel? Non, pas vraiment, parce que bah, du Ouais. coup, dans les thermos, même dans la luge, en fait, Ouais. si ça gelait pas. D'accord. J'arrivais à avancer assez vite pour aller de checkpoint en checkpoint avec assez d'eau avec moi. Je repartais d'un checkpoint avec 4 litres.
Ok. Donc j'avais 3 litres dans les thermos et en dessous de mon pull, j'avais mon gilet de trail avec mes 2 flasques. Et donc en fait, même celles-là, en 2 heures, elles n'ont pas le temps de geler. Donc je les consomme au début. Et en fait, j'arrive à courir la distance entre chaque checkpoint pour remplir l'eau au checkpoint Ok. avant qu'elle gèle. J'ai beau être matinale, j'ai mal. À quel moment est-ce que tu t'es dit, là, ça pique un peu plus? À quel moment le froid, la nuit, les Ouais. conditions ont eu un impact physique ou psychologique sur toi? L'avant-dernière nuit. Ouais. Ah, Euh, c'est tard, c'est tard. ouais. La nuit, en fait, c'était donc, comme j'ai dit, il faisait -30, -32 au départ. Ouais. Et après, les tendances, c'était que ça allait un peu se réchauffer sur la deuxième moitié de course. Ça allait remonter à -22, -25. Donc des températures beaucoup plus agréables à ce niveau-là. Et en fait, c'est l'inverse qui s'est passé. Les températures ont continué à baisser. Donc cette avant-dernière nuit, juste avant que je revienne à Ross River, quand je finissais mon aller-retour, je m'étais dit, allez, je continue dans la nuit. Je fais que des micro-siestes, mais je m'arrête pas. Je fais une nuit blanche. Et comme ça, je devrais arriver à Ross River fin de matinée. Et puis là, je prends plusieurs heures de sommeil. Je serai à l'intérieur, je serai au chaud, je pourrai bien dormir pour ensuite faire la dernière partie de 80 km en forme. Et en fait, donc cette nuit-là, elle a été particulièrement froide. J'ai un petit thermomètre que j'avais installé sur ma luge, sur ma Poulka. Donc je regardais -40, -42. Et en fin de compte, à un moment, peut-être une quinzaine de kilomètres avant le checkpoint, on longe une rivière, on longe la Pelly River. Et à ce moment-là, il y avait des bulles de froid, des bulles d'air froide qui descendaient à -46, -48. Ok. Donc à ce moment-là, c'est même en ayant tout sur moi, mes pulls, ma doudoune, vraiment j'étais emmitouflé de partout. Même là, on sent vraiment que le froid est là, le froid Les couches. pénètre les couches et que faut vraiment, faut pas traîner quoi. C'est pas qu'il faut pas traîner, mais faut être actif. C'est Ouais. vraiment Faut bouger. faut bouger, c'est ça. Faut continuer à avancer. Je faisais quelques pauses quand même de temps en temps, tous les 5-6 kilomètres, des pauses de 5-10 minutes pour manger un coup, reposer un peu mes jambes. Et vraiment, fallait pas s'arrêter longtemps, quoi. Même en s'arrêtant 5 minutes, après, ça remettait 1 ou 2 kilomètres, le temps de se réchauffer, de se remettre un peu à bonne température. Ok. Donc, ce moment-là, cette nuit-là a été très éprouvante. Donc, donc ça, comme j'envisageais de faire une nuit blanche, juste quelques micro-siestes, mais avec déjà la fatigue accumulée des jours d'avant, bon, c'était compliqué. J'avais vraiment les yeux qui se fermaient. Il fallait lutter Le contre la sommeil. fatigue. Ouais. Ouais, c'est ça, la vision qui devient floue. Et je voulais pas aller jusqu'au stade des hallucinations, Ouais. comme j'ai déjà pu avoir sur d'autres courses. Donc voilà, j'ai C'est, quand même c'est quelque chose que tu redoutes? C'est pas quelque chose que je redoute dans l'immédiat. J'en ai déjà eu. Je sais que j'arrive à gérer ça. Je sais que c'est pas réel ce qui se passe. Mais mais sur cette course-là, vu que ça demandait plusieurs nuits d'affilée, je voulais pas aller jusqu'à ce stade-là parce que ça voulait dire que j'étais allé trop loin dans la fatigue, que j'en demandais trop à mon corps à ce moment-là, alors qu'il restait encore pas mal de route à faire. Ok. Ouais, Donc, puis disons que quand tu es seul dans ces conditions-là et que le voilà, c'est cerveau ça. commence à vriller, c'est peut-être dangereux aussi derrière. C'est sur un UTMB, tu t'allonges dans l'herbe à côté. Bon, t'attends 3 minutes. Normalement, il y a un coureur qui arrive. Ouais, voilà. Voilà, on a quand même un tracker avec nous. Ouais. L'organisation sait où on est. Mais voilà, le temps qui réagisse. Parce que si on fait un arrêt de moins de 30 minutes, bon, bah, on s'arrête et puis après, on repart. Si on s'arrête plus de 30 minutes, on a un bouton sur le tracker à appuyer pour dire qu'on s'arrête, on prend du repos et qu'on repartira plus tard. Ok. Et Ok. donc voilà, s'il m'arrive un truc, que j'appuie pas sur le bouton, déjà il y a 30 minutes qui vont se passer. Puis après, encore un petit peu de temps, le temps qu'ils réagissent, puis après le temps qu'ils viennent jusqu'à moi.
bon, dans la nuit, il peut se passer plusieurs heures, quoi. Donc, plusieurs Donc, à ces températures-là, ouais, ça rigole pas, ouais, effectivement. ouais, c'est ça. Donc, tu n'as pas eu d'hallucination Non, sur cette course. Ok. non, non, c'est une vision floue, vraiment Ouais. des yeux qui se ferment. C'est à un moment, j'ai continué de marcher en dormant. C'est je fermais les yeux et Pilote puis juste je automatique. marchais. Ouais. Voilà, c'est ça. De temps en temps, je rouvrais les yeux pour voir où j'allais, mais après je les refermais. Ouais, vraiment pilote automatique. Au début de cette nuit-là, justement. Mais après j'ai fait deux micro-siestes durant cette nuit-là quand même. T'évoques cette alors, technique où on va un petit peu loin, où tu parles de dormir en marchant. Est-ce que c'est Ouais. plutôt une volonté de, je sais pas, fermer une paupière sur deux pour économiser de l'énergie ou des trucs qu'on pourrait mettre en place, des petits trucs qu'on Ouais, c'est pourrait mettre ça. en place? C'est quelque chose que je faisais à l'armée, en fait. Ok, Quelque chose que j'ai découvert à l'armée pendant nos marches de nuit. ouais. Puis à l'armée, c'est encore plus facile, parce qu'en général, on est plusieurs. Donc en fin de compte, on Oui, attrape juste le sac de celui devant. Et en fait, on ferme les yeux, on se laisse guider. ouais. C'est pour le coup, là, il y a vraiment plus besoin d'ouvrir les yeux. On dort en marchant, vraiment. Et il y a juste nos jambes qui marchent en pilote automatique. Et vraiment, le cerveau, il est off, quoi. On dort, en fait. Ouais. Et donc là, tout seul, c'est ça. En fait, je marche, je ferme les yeux. Tous les 10-15 pas, je réouvre les yeux, je regarde le chemin qu'il y a devant La moi. trajectoire. Puis voilà la trajectoire. Puis là, c'était une portion assez facile, donc c'était globalement tout droit. Ça montait un petit peu, donc j'allais pas super vite. Donc voilà, 10-15 pas, je ferme les yeux, pilote automatique, je dors. Puis de temps en temps, je réouvre les yeux, je réoriente ma trajectoire. Et voilà, donc j'ai dû faire ça 45 minutes environ avant de me dire, allez, là, maintenant, tu te réveilles, on se remet un coup de boost. Et après, bah, c'est cette nuit-là où vraiment il a fait très très froid, c'était très compliqué à gérer. C'est très très éprouvant. Après, quand le soleil s'est levé, ça allait mieux, Ouais. mais une nuit très longue et très éprouvante physiquement et mentalement. Qu'est-ce que tu trouves en toi qui te donne dans ces moments-là la force de alors, continuer? Alors, j'allais dire, on peut moins facilement mettre le clignotant que sur d'autres courses, dans le sens où Ouais, euh, personne va venir te chercher. c'est pas tout de suite en tout cas. Ouais, c'est pas tout de suite. C'est pas parce qu'on abandonne que ça y est, on va aller au chaud quoi. On Mais abandonne, il peut se passer encore 12 heures avant d'arriver ouais. quelque part quoi. Mais est-ce que tu as des techniques mentales spécifiques ou des choses que tu as apprises à l'armée ou dans ton expérience, dans tout ce que tu as emmagasiné comme expérience, euh, pour casser ça? Euh, je pense que déjà j'ai une assez bonne force mentale. Déjà, dès le départ, je sais que quand je prends une course, j'ai une très très grande motivation à la terminer. Ok. Si il m'arrive pas de pépins physiques, si je me casse pas une jambe, bon bah je sais que je vais continuer coûte que coûte. J'ai une très très grande motivation à terminer une course. Euh, j'ai encore jamais abandonné d'ultra. Je touche du bois que ça continue, et puis après, bah, après, il y a forcément des moments de doute, des moments difficiles où bah, on a envie que ça s'arrête. Donc à ce moment-là, essayer de penser à des choses positives, des, euh, de se rappeler pourquoi on est là, que surtout sur cette course qui est un format exceptionnel. C'est vraiment tout le monde peut s'y inscrire, mais c'est pas donné à beaucoup de monde de venir se frotter à une course comme ça qui ressemble presque à une expédition en fin de compte. Et Donc, alors, la question qui vient et qui viendra à tout le monde, pourquoi tu étais là? euh, je veux dire, pour aller tester mes limites, mais c'est ça, vraiment pour aller au bout de la curiosité qui m'avait piqué 2 ans avant, quand j'avais fait le 150 km. Après, bah, j'étais sur place, donc en fait, je voyais les autres concurrents continuer encore plus loin, plus loin. Donc voilà, je voulais vraiment aller au bout de la chose, aller au bout de cette course en faisant le parcours le plus grand. Et ajouter cette dimension du sommeil aussi à gérer, parce que j'avais jamais fait de course où je dormais, en fait. Même sur un 100 miles, ça me fait passer une nuit dehors, en général. Ouais. Une nuit blanche, bon, ça passe.
À partir de 2, ça pique. Donc là, sur 8 jours, on est obligé de dormir. Donc rajouter cette dimension du sommeil. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le froid. C'est pour ça que je suis venu au Canada pour découvrir un vrai hiver canadien. Donc voilà, rajouter le froid aussi, cette dimension-là dans une course. Vraiment rajouter beaucoup, beaucoup d'éléments en une seule course et puis gérer tout ça, ouais. Ok. On va rappeler une chose, c'est que tu n'es pas, sauf erreur, tu n'es pas sponsorisé. Non. Ok. Et- Ce qui implique potentiellement un budget relativement élevé sur ce type Oui. de course. On parle de combien en moyenne? Tu saurais dire? Euh, En moyenne, j'ai pas tous les calculs, mais en moyenne, dossard compris, on doit être aux alentours de 10 000, Ouais, c'est fou. je dirais. On va dire entre 8 et 12 000. Ok. Le dossard qui coûte déjà pas mal. Je crois il doit être à 2 800 euros. Et puis après, bah, tout le matériel. Le duvet, la doudoune, la poulka, le réchaud, tout ça, c'est des petits budgets à chaque fois. Donc, mis bout à bout, ça fait une somme. Toute la nourriture nécessaire. Bon, moi j'avais prévu beaucoup. J'avais prévu large. Mais donc, C'était, pareil, c'était toi le ravitaillement en fait. voilà, c'est ça. Donc, ça fait un budget aussi. Et puis après, bah, tout ce qu'il va y avoir pendant les 4 5 mois de prépa. Ok. C'est se préparer, ça coûte des sous aussi, les chaussures, les vêtements, et puis même tout ce qu'on va manger, les bars aussi qu'on va manger à l'entraînement, ça fait partie du budget de la course au final. Donc, Est-ce que tu qualifierais cette course pour toi comme enfin, comme un rêve? Est-ce que c'est un rêve pour toi que tu as construit? Quel mot tu mettrais ouais, dessus? je dirais, là tout de suite, je dirais que c'est plus comme une étape Une en étape. fin de compte. Ok. C'est une étape parce que ça me permet de me qualifier pour une autre course, Mais on en parlera, pour je pense. voilà, c'est ça, pour l'Editarod, pour pas la citer. Ok. Donc voilà, c'est comme un apprentissage, comme une étape, un apprentissage, une expérience vraiment qui me permet pour la première fois de me plonger dans un univers qui m'attire vraiment, le froid et les régions polaires, arctiques. Donc c'est ça comme une étape, ouais. C'est vraiment ce qui pourrait la qualifier, ouais. Ok. On va parler un peu de réconfort. Si, Ah oui. si on peut en trouver, en tout cas psychologique, si on peut en trouver sur ces courses. Oh, il y en a, il y en a. Est-ce que tu as échangé avec tes proches oui, avec tes proches, hein, tout simplement, Pendant la course, pendant la course? j'avais aucun contact avec l'extérieur. C'est, D'accord. euh, C'était un choix. J'avais mon téléphone en mode avion. Je l'avais avec moi pour prendre des photos pendant la course, mais il est resté en mode avion toute la course, même si on avait la possibilité de se connecter en Wi-Fi au checkpoint. Ok. Mais je l'ai pas fait. C'était vraiment un choix d'être déconnecté complètement du monde extérieur, de vivre la course et l'événement à 100% dedans, quoi. C'est, J'envoyais un message satellite par soir à ma copine qui est en France Ok. pour que elle puisse tenir au courant via mes réseaux sociaux un peu de ce qui se passait, de mon avancée. Mais j'avais pas de réponse en retour. C'est vraiment juste moi qui envoyais. Et voilà, j'ai eu aucune info venant de l'extérieur. D'accord. C'était un vrai choix pour être totalement focus et perméable à ce qui se passe autour. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, À imperméable. l'avant-dernier jour, à l'avant-dernier jour, j'ai eu quelques infos d'un des photographes Oui, qui m'a fait réaliser que beaucoup de monde avait commencé à me suivre durant l'événement. j'imagine. Mais j'en avais aucune idée. C'est, pour prendre l'exemple de mon Instagram, par exemple, avant la course, j'avais 700 abonnés. Bon, bah, pendant la course, l'avant-dernier jour, il m'a dit, Ouah, ton Instagram, il a plein d'abonnés et tout. Il m'a dit, j'avais 7000. Je l'ai regardé avec des yeux, j'en revenais pas. Excellent. Donc, c'est ça, et j'en avais aucune idée.
c'est lui qui m'a appris ça. Donc après, voilà, donc j'ai continué ma course. C'est pas pour autant que je suis allé regarder ou quoi. Ouais. J'ai continué ma course jusqu'au bout et une fois arrivé, c'est là que j'ai compris que beaucoup de monde m'avait suivi et que je remercie énormément, d'ailleurs. Ouais. Ok. Ça, c'est a posteriori, c'est. Alors, je n'en ai aucune idée, mais est-ce que c'est quelque chose que tu imaginais à plus ou moins long terme, cette notoriété, cette popularité, Hmm, ce retour d'amour d'une peut-être. communauté, quoi? C'est bah, je voulais pas vraiment genre construire une communauté ou quoi, Ouais. être suivi par des milliers de personnes. C'est euh, c'est sûr que c'est dingue comme sentiment et quand j'ai passé l'arrivée, après bah, je m'en suis rendu compte. Donc vraiment j'ai été même s'il y avait pas beaucoup de monde sur place à l'arrivée, bah, en fin de compte je savais qu'il y avait vraiment beaucoup de personnes qui avaient suivi ça et qui me suivaient là en direct à l'arrivée. Donc c'était fou quoi comme sentiment. C'est quelque chose que je connaissais pas. Et donc là actuellement j'essaie de prendre le temps de répondre aux nombreux messages que j'ai reçus. Mais du coup bah il y en a tellement que ça peut prendre du temps. Excusez-moi, mais ma réponse va arriver, mais il y en a beaucoup. Il y en aura pour tous. C'est ça. Donc c'est ça, ouais. Donc j'aspire dans les années à venir à essayer de me professionnaliser. Ok. Donc c'est sûr que ça peut aider du coup maintenant, Bon. et notamment dans la recherche de partenaires et de sponsors. Je pense il y a quelqu'un qui pourra t'aider facilement, qui a Ouais, participé à cette course. oui, un petit peu. Bon. C'est Tu, beaucoup grâce à lui. La 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 la. tu entres dans la fan zone. Alors, ce que j'appelle la fan zone de Quelque part sûr, c'est une rubrique du podcast qui revient à chaque fois et qui rassemble les questions des auditeurs. Donc, j'en ai Bien sûr. quelques-unes. Ok. La première, c'est celle de Christophe Félix, qui te demande quelle sensation as-tu ressenti en te trouvant à la deuxième place derrière un champion tel que Mathieu Blanchard? Bah, je l'ai un peu dit au début, c'était vraiment une surprise. Comme j'ai dit, je pensais peut-être le croiser au premier checkpoint, puis après qu'il fasse la course devant, et moi essayer de rester dans le groupe de tête avec d'autres coureurs, dans le groupe de poursuivants, on va dire, avec d'autres coureurs. Et donc, c'était vraiment une sensation extraordinaire pour moi, petit amateur que je suis par rapport à Mathieu. Je me disais, c'est une chance, un honneur d'être là, de pouvoir courir avec lui sur des dizaines et des dizaines de kilomètres. Ça m'a permis de pouvoir échanger avec lui, de lui poser quelques questions, même si on était en course, bien sûr. Mais bon, on a pu prendre le temps d'échanger au checkpoint et tout. Donc, c'est vraiment exceptionnel. J'essayais de savoir, est-ce qu'il y a d'autres moments où un amateur peut passer autant de temps avec un professionnel dans une compétition ou même hors compétition. Et en fait, je me rends compte que cette expérience que j'ai eue avec lui, de pouvoir le côtoyer, c'est quelque chose qui est vrai, qui est très très rare, qui est donné à très peu de personnes. Donc j'en ai vraiment profité à fond. Ok. Une autre question d'Alexandre Tromet. Qu'est-ce qui te fait encore avancer après quelques jours ou quand tu es dans le dur en plein milieu de nulle part? Est-ce que c'est juste l'instinct animal de survie qui reprend le dessus ou est-ce qu'il y a quelque Il y a un chose peu de d'autre ça. qui t'habite? Il y a un peu de ça. C'est comme je dit tout à l'heure, on essaie de penser à des choses positives. Ouais. Donc quand on est vraiment dans le dur, des fois il faut un peu prendre le temps de se poser. Donc pas trop longtemps parce qu'il fait froid. Ouais. Mais voilà, on s'arrête, on remange. J'ai trouvé qu'en général, quand j'avais des moments de moins bien, c'est parce que je m'alimentais moins. Donc à ce moment-là, je mangeais 2 barres protéinées d'un coup, une pâte de fruits. Et en fait, le sucre, ça me faisait repartir à fond. Et voilà, penser à des choses positives, à mes amis, mes proches. Bah, du coup, à tous les gens qui ont commencé à me suivre. Je me disais, allez, maintenant, t'as plus le choix parce qu'il y a tellement de monde qui te suit là que tu peux pas arrêter maintenant, quoi.
Et puis des choses un peu comme la nourriture, ce qu'on va penser à, ce Ce qu'on qu'on va va manger manger. voilà, ce que ça va s'arrêter. Moi, je pensais beaucoup à mon premier petit-déj après la course, Ah ouais? avec du bacon fumé, des pommes de terre, des œufs. C'était vraiment, et c'est exactement ce que j'ai fait en plus. Donc voilà, penser à des petits réconforts. Euh, la visualisation finalement. Voilà, c'est ça. C'est avant Visualisez la votre petit course. déj. Ouais, ah ouais, c'est ça. Avant la course, je faisais beaucoup de visualisation de l'inconfort dans lequel j'allais être. Ok. Et du coup, bah, pendant la course, beaucoup de visualisation du confort Eh oui. dans lequel je vais être, que je vais retrouver plus tard. Ok. Quelles ont été ta plus grande fierté et ton plus grand échec durant ta préparation? Si on peut parler de ça, s'il y en a eu. Hum, euh, Premier, c'est quoi? Plus grande fierté? Ouais. Plus grande fierté, donc j'ai pas de coach, c'est moi qui me fais c'est moi qui me prépare, quoi, qui me fait mes plans d'entraînement. Ok. Donc maintenant, je sais un peu ce qui marche pour moi, le rythme adopté. Euh, et j'ai réalisé, je pense, 98% des séances que j'avais prévues. Donc ça, j'en suis très content. Donc ça veut dire que c'était pas trop, mais que j'en ai fait assez également. Et puis je me suis pas blessé. Vraiment quelques petites gênes par-ci par-là, mais vraiment toujours gérable. Donc je suis vraiment arrivé sur la ligne de départ. J'aurais pas pu être mieux préparé. Vraiment, je changerais quasiment rien sur ma préparation, si ce n'est rien. Euh, Après, échec, j'ai pas eu vraiment d'échec durant ma préparation. Ouais, ou Je des choses dirais, qui ne se sont pas passées comme tu avais prévu. Mais oui, si t'es à euh, 98%, je pense que voilà, ouais, c'est ça. c'est Puis, carré. c'est ça, j'aurais même pas pu en faire plus. Honnêtement, je pense que plus aurait été trop. Certaines semaines, j'aurais pu pousser, faire encore quelques kilomètres de plus, mais voilà, rester dans une zone où je suis pas dans le surentraînement. Si dès que je commençais à avoir une petite douleur, bon ben je la traitais avec des massages, huile d'arnica, tout ça. Et non, franchement, niveau échec, je dirais que ma préparation a été vraiment à 98% parfaite. Oui, excellent. Voilà. Franchement, Tu évoquais en début d'interview le fait que tu étais un compétiteur. ouais. Euh, Ça, c'est un de tes marqueurs. Euh, Selon toi, qu'est-ce qui aurait pu faire la différence pour la victoire finale? Euh, Honnêtement, je sais pas trop. En fait, à ce moment-là de la course, Et- l'esprit de compétition, il est effacé, quoi. On est tellement avec Mathieu, je pense, on était tellement dans un état second, quoi, dans un état où on voulait arriver au bout. C'était la quête, On do- c'était arrivé au bout. Voilà, c'est ça. Il y avait, pour moi, en fait, à l'arrivée, Mathieu, sur le dernier tronçon, je pensais qu'il était beaucoup plus loin devant. C'est quand je suis arrivé à l'arrivée et qu'on m'a dit ouais bah il est arrivé il y a moins de 4 heures là. Moi je suis arrivé dans l'après-midi et on m'a dit bah il est arrivé là en début d'après-midi. Pour moi je pensais qu'il était arrivé déjà tôt le matin en fait. Ok, Donc et comme bah, j'utilisais pas mon téléphone, bah, de toute façon il n'y a pas de réseau hormis au checkpoint. Mais en fait on n'a pas moyen de savoir où sont les autres pendant la ok, course. C'est vous pouvez nous suivre avec les petits points, c'est facile. Mais moi, on ne sait pas du tout où sont les autres, s'ils sont loin devant, s'ils sont loin derrière. Donc c'est ça. Donc je savais pas où était Mathieu. Mais l'esprit de compétition, honnêtement, faire même si j'avais été premier, bon, ça aurait été cool, c'est clair. Mais voilà, deuxième derrière Mathieu, c'est déjà exceptionnel, quoi. Hein. Donc non, à ce moment-là, moi, je restais dans ma course. J'allais à mon allure et de toute façon, j'aurais pas pu aller beaucoup plus vite, hein. Honnêtement, sur la fin de parcours, ok. Ouais, c'est c'est compliqué, vrai que quoi. le fait qu'il n'y ait pas de communication avec l'extérieur, ça change la physionomie de course et Ouais, cette notion de compétition potentielle, hein, qui peut te c'est faire ça. prendre d'autres décisions, Hmm, bonnes ou mauvaises, hein, voilà. c'est ça. Ouais, si je savais qu'il était juste devant,
Bah, j'ai fait des micro-siestes. Bah, les micro-siestes, je les aurais fait quand même, parce qu'il fallait que je dorme. Euh, non, j'aurais pas. Ces 4 heures-là, j'aurais même pas vraiment pu les grignoter quelque part. Je pense vraiment pas. Je pense que j'ai vraiment donné le maximum. J'ai fait ma course, j'en suis C'est ta super course. satisfait. Ouais. Bravo, grande. À quel moment tu te dis, j'allais dire, combien de kilomètres avant l'arrivée, ou Mhm. est-ce que tu le dis simplement, que ça y est, ça va se faire, ça y est, tu vas arriver au bout. Hmm, je pense déjà quand j'ai passé la moitié du dernier tronçon entre Ross River et Faro, où il y a l'arrivée. Quand j'ai passé la moitié, donc au 40e kilomètre environ, je me suis dit, bah ça y est, là, tu peux même pas faire demi-tour parce que tu es plus proche de l'arrivée que du dernier checkpoint. Ah ouais. Donc maintenant, il y a plus de sens à retourner en arrière. Donc voilà, j'ai continué, puis à la fin, on retrouve la route. On a 10 kilomètres sur la route, qui était malgré tout assez long, vu qu'on a passé beaucoup de kilomètres dans la neige. Là, donc la route est enneigée, la route est toute blanche, mais c'est dur. Donc en fait, ça a commencé à faire mal aux genoux. Ça tapait. Voilà, Ouais, ouais. c'est plus qu'avant. Donc ces 10 kilomètres étaient longs. Et en fin de compte, c'est rigolo à dire, mais je profitais de chaque dernier kilomètre. Je profitais, même si j'avais envie d'arriver, mais je profitais d'être encore dans la course, d'être encore dans l'aventure, de vraiment profiter chaque seconde avant que ça s'arrête, même si on veut que ça s'arrête, mais avant, avant d'en avoir fini avec ça, quoi. Bon. Tu arrives sur cette ligne d'arrivée avec cette arche face à Ouais. toi. T'as le sourire? Ça, c'est un truc j'ai l'impression que tu as gardé du début. Alors peut-être pas au milieu, mais en tout cas en Peut-être tout pas à cas à tous la les fin. moments, mais En tout cas là. Mais ouais, très heureux. Quand on arrive dans Faro, on remonte une rue, on traverse un stade, et puis après on fait le tour d'un bâtiment, et puis là on a l'arche face à nous à 30 mètres devant. Pardon, à 30 mètres devant. Et donc là, bah, après des visages que je reconnais, donc super heureux. Je prends le temps de profiter vraiment. Je me précipite même pas vers cette ligne d'arrivée. Encore une fois, je profite de chaque seconde de l'aventure. Donc, je pousse un cri de joie et puis je me dirige vers l'arche d'arrivée où du coup, bah, Robert, le directeur de la course, me remet la médaille. Fais voir. Elle est belle. Elle est belle. Ouais, elle est jolie. La médaille et puis après, bah, Mathieu qui vient me féliciter. Donc, on échange quelques mots. C'était super émouvant. Et puis après, je vais remercier les gens que je connais qui sont là, Martine surtout. Martine et puis les gens, même ceux que j'ai rencontrés juste durant la course. Tu peux préciser Qui... Martine? Qui est Martine, Martine? c'est la musher chez qui je suis. C'est D'accord. la musher qui m'accueille l'hiver. Ok. Qui Pardon. a, Ouais. qui a compté dans ta préparation et enfin non, non, Ouais, 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 beaucoup une personne clé dans le succès de cette aventure. Oui, oui, énormément. Je lui dois beaucoup. Ok. Ok. C'est quoi la première chose que tu as fait une fois que ça y est, l'arche est passée, que tu as embrassé ces personnes, salué ces personnes, échangé avec elles? Je suis allé me Et- mettre au chaud. C'est bête, hein? Voilà, c'est ça. C'est vraiment l'arche était devant l'entrée du community center. Ouais. C'est un peu un genre de salle des fêtes. C'est un centre communautaire. Donc je suis allé me mettre au chaud. Je me suis déshabillé. Je me suis posé sur une chaise et donc il y a comme à tous les checkpoints, il y a quelqu'un qui est venu faire un check médical. Donc D'accord. regardez que tous mes doigts aient bien, mes orteils, mes oreilles, que tout soit bien, quoi, que tout soit toujours là. Et voilà, puis après, bah, on m'a emmené à manger, à boire. Je me suis changé, je me suis mis des vêtements, même si je m'étais changé aussi un peu pendant la course. Mais voilà, remettre des vêtements propres et c'est-
voilà, se poser, quoi. Vraiment. Ok. Dormir un peu, j'imagine. Ouais, pas tout de suite. J'ai pas Pas tout de dormi tout suite. de suite. Non, parce qu'en fin de compte, bah, c'était 17h quand je suis arrivé. Ok. Donc en fait, je me T'es suis pas parti couché tout de suite. t'es parti en after, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'était l'apéro. Donc c'est ça. Non, bah, discuter un peu avec les gens qui étaient là, un peu à chaud de ce qui s'était passé, avec Mathieu de la dernière section Ok. qui était la plus compliquée, qui était vraiment la plus technique. Et puis voilà, après aller manger au resto le soir. J'y suis allé d'ailleurs avec Mathieu et son équipe. Excellent. Et puis après, bah, aller dormir, regarder un film et puis dormir, quoi, hein. Comme Ok. finir la journée comme Le n'importe quelle quotidien, autre journée, en fin de compte, hein, voilà, c'est ça. le Un quotidien film, reprend. voilà. Une douche, bien sûr. Ok. Vérité. Celle-là, elle a fait beaucoup de bien. Attendu et Une, mérité. ouais, une douche, un film et puis au lit, quoi. Ah, c'est l'heure de la mousse. Comment est-ce que dans les jours suivants, est-ce que tu as mis des choses en place pour récupérer, pour physiquement ou mentalement d'ailleurs, de cette Euh, aventure? Physiquement, pas spécialement. Ouais. Juste parce qu'en fin de compte, j'avais pas de courbature. C'est Ouais. vu que l'effort est très très peu intense. Mhm. Mes muscles étaient vides. Franchement, il n'y avait pas beaucoup d'énergie dedans. Mais comme si les fibres étaient pas réellement cassées en fin de compte. Donc juste du repos, beaucoup de repos, boire, bien s'hydrater. J'ai toujours eu une petite gêne au genou là, comme je disais au début. Donc là, je mets de la crème, je masse pour essayer de faire partir ça. Et après, mentalement, je sais même pas si j'ai vraiment besoin de récupérer mentalement, là, comme je le ressens. Mhm. Mais en fait, bah, du coup, avec toutes les personnes qui m'ont suivi, bah, j'ai reçu énormément de messages, pas mal de sollicitations aussi de quelques médias. Et en fait, tout ça, c'est nouveau pour moi. Donc en fait, je suis passé de la course qui demande beaucoup mentalement à autre chose qui demande aussi beaucoup mentalement. Ouais. Donc en fait, j'ai pas eu de transition entre les deux. J'ai pas encore vraiment complètement Ouais. Je pense que décroché. Je suis encore à fond dans la course en fait là. ça va mettre du temps à redescendre. Ouais, physiquement c'est fini, mais mentalement il y a toujours quelque chose à faire. Ok. Je suis toujours très stimulé quoi. Est-ce qu'il y a une petite partie de toi ou une grande partie de toi qui reste encore seule sur cette course? Et comme dans je sais pas comment dire, un aller-retour entre, Euh, entre une partie de toi qui serait encore présente et qui sera encore en train de courir. ouais, ouais, ouais. Est-ce que Euh, tu as ce sentiment-là? je sais pas. Non, je sais que la course elle est finie là. Ça y est, elle est derrière moi. Ok, C'est bah, mon esprit est encore complètement focus dessus. ouais, Là, vraiment, j'y pense encore presque chaque minute. ouais, bien sûr. Mais, euh, mais non, c'est terminé. Je vais, je vais m'en remettre. Et puis après, plus tard, bah, on décidera pour l'hiver prochain. Il faudra retrouver quand même la motivation pour l'hiver prochain, Ouais, il y a peut-être des choses qui se profilent, non? pour y retourner, ouais. Et, mais voilà, celle-ci est terminée. Ok. J'ai vécu cet événement de A à Z, du début à la fin, comme je le voulais. Et puis voilà, ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours autre chose après à faire derrière. Donc Ok. voilà. Tu évoquais l'Idataro Trail, Ouais, les Road. Invitational. Alors, il y a C'est plusieurs ça, ouais. formats. Il y a un format qui est qualificatif pour C'est ça. participer à je sais pas si, si on peut dire à la grande ou à la très grande ou à la très très À la grande. grande sœur, ouais, Voilà. au Graal. Voilà. Au Graal qui Euh, représente 1000, alors c'est quoi, miles, 1000 kilomètres? miles. 1000 Miles. miles, ouais. Waouh. Ok. 1600 kilomètres. Ça, c'est quelque chose que tu ambitionnes? C'est mon projet. En fin de compte, c'est un projet que j'ai construit, les Lady Alaska Project. Ok. Qui vraiment, donc en fait, cette course, c'était ce que je disais, une étape. C'est maintenant que j'ai fait deux courses polaires,
je peux m'inscrire pour l'Editarod 350 miles, donc qui représente 540 km, que j'envisage l'hiver prochain. Ok. Donc c'est en Alaska, ça part de Fairbanks et ça va jusqu'à McGrath. Et donc il y a 50 places pour celle-là, donc j'espère avoir un dossard. Et ensuite pour l'année prochaine, on va faire sa grande sœur, qui est un peu l'UTMB des courses polaires, on va dire. Ok. C'est donc qui est pareil, qui part de Fairbanks et qui va jusqu'à Nome, jusqu'au nord-ouest de l'Alaska, donc vraiment qui traverse l'Alaska de part en part. C'est vraiment une trace très très belle. Et donc là, pour le coup, il y a 30 dossards. C'est très intime, C'est sur c'est dossier? donc là, C'est toujours sur voilà, dossier? Ouais. ouais, c'est ça. Pour le coup, faut être sélectionné. Ok. Faut avoir fait 2 courses polaires, avoir complété la 350. Et de là, après, on fait une demande et on voit si on est sélectionné ou pas pour la 1000, ouais. Ok. Bon, bah C'est ça. écoute, Donc, c'est des beaux projets. ouais, Des beaux projets qui merci. je te le souhaite pour se concrétiser. En tout cas, j'ai une question que j'ai pour habitude de poser en fin d'épisode à Ouais. mes invités. Euh, Comment est-ce qu'on peut t'aider? Pour moi, est-ce qu'on peut m'aider? C'est une bonne question. Là, tout de suite, en me soutenant, je sais pas, en m'envoyant des messages de soutien. J'ai pas de cagnotte. J'ai pas de cagnotte ou quoi. Donc là, je sais pas. Je sais pas trop quoi répondre là. Vraiment, je sais pas. Juste déjà tout le soutien que j'ai reçu via cette course, c'est vraiment quelque chose qui me motive pour la suite. C'est pendant la course. Comme beaucoup d'ultras, bah, on a envie que ça s'arrête et on se dit qu'on refera plus jamais ça. Là maintenant, bah, j'ai presque déjà envie d'y retourner. Et puis avec tous vos messages, tous vos messages de félicitations, de soutien, c'est vraiment, ça a fait naître encore une flamme encore plus grande en moi pour ce genre d'aventure. Donc j'espère en faire d'autres et puis vous les partager. Vous les partager. Bon, c'est génial. Est-ce que tu aurais un dernier mot de la fin ou un petit conseil pour celles et ceux qui rêvent de se lancer un jour sur l'aventure de la Yukon? Euh, Oula, il y aurait beaucoup de conseils à donner. Préparez-vous. Préparez-vous physiquement, mentalement, matériellement, logistiquement, financièrement aussi. Donc, comme on l'a évoqué, c'est quand même un budget, mais peut-être, peut-être euh, ouais, renseignez-vous beaucoup sur la course. Renseignez-vous, faut vraiment pas y aller en se disant que c'est un ultra comme les autres. On l'a vu, il y a sur 35 coureurs à pied, on n'est que 3 à avoir terminé. Et pourtant, il y avait beaucoup d'expérimentés qui ont déjà fait la course plusieurs fois. Donc, c'est vraiment quelque chose encore plus qu'un autre ultra. Pour le coup, ça demanderait vraiment des années de préparation. Préparation physique et puis au froid également. Donc voilà, ouais. Mais en tout cas, c'est un projet qui en vaut le coup. C'est comme beaucoup d'autres, peu importe la course en fin de compte. Choisissez-vous une course que vous rêvez de réaliser et préparez-vous pour celle-ci. Ok, ce sera le mot de la fin. Ouais. Voilà. Eh ben écoute, un grand Voilà. merci Mais pour tous croyez-y. tes... Ouais, 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 ça c'est... Croyez-y. Aussi longtemps que ça prendra, mais croyez-y, ouais. Ok. Je te remercie beaucoup, Guillaume, pour l'échange. Bah, Tes merci à toi conseils, pour l'invitation. tes conseils et puis ton récit, c'est juste fantastique. Et puis encore un grand Ouais. bravo pour cette belle médaille. Euh, Merci beaucoup. Ouais, t'as, je vais la t'as- garder, celle-là. t'as représenté la France Merci. sur cette course et un grand bravo. Merci beaucoup. Merci à toi. Allez, À salut. plus. Merci d'avoir écouté cet épisode palpitant de Quelque part sûr. J'espère que ce récit vous aura donné envie d'enfiler vos baskets, de partir à l'aventure ou de relever de nouveaux défis pour faire un pas de plus vers vos rêves. Découvrez les futurs épisodes en vous abonnant au podcast,
Je vous invite aussi à découvrir le blog quelquepartsur.com, soutenu par Chamonix Trail. Vous pouvez me contacter via Insta ou LinkedIn. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que le trail, c'est wild. C'est wild. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, should've known, man, I still